Et puis ensuite, un silence, un vide, plus de temps, plus de passé, plus de futur, plus de dimension, plus complètement en effet l'expérience de la formule Beyond Time, Space and Causation, au-delà du temps, de l'espace et de la causalité. Et je savais aussi que ces expériences laissaient un souvenir, mais je ne pouvais pas les retrouver, que rien n'était à ma disposition, et que je ne voyais pas comment faire le lien avec les moments les plus ordinaires où je sentais que j'étais troublé, inquiet, soucieux, ou au contraire emporté par une émotion heureuse. Et j'avais considérablement laissé de côté, comme n'étant pas spirituel, tout ce qui relèverait pour nous, en Occident, de la psychologie et éventuellement de la psychothérapie. J'étais attiré par l'éveil, la libération, l'Atman, la nature de Bouddha, et je ne voyais pas, en dehors de la méditation, qu'est-ce qui aurait pu faire que mes journées, presque à temps plein, deviennent la pratique. Enfin, j'ai senti Mahanandamayi Ramdas d'un côté, les groupes Gurdjieff en France, ça n'est pas suffisant. Il faut impérativement que je devienne disciple à part entière et je ne peux pas m'engager à 100% auprès d'un de ces maîtres tibétains. Où l'idée et la réalité de la relation maître-disciple, maître qui enseigne était évidente. Finalement, ce sont les maîtres tibétains qui m'ont acculé à trouver un maître parlant anglais, acculé à m'engager auprès de Swami Prajnapath. Donc j'ai pris ma Land Rover, je suis parti, je suis arrivé dans ce minuscule ashram, quelques huttes en terre à toit de chaume, au bord d'une petite rivière, ni téléphone, ni électricité, rien, perdu dans les rizières du Bengale, et personne. Juste un serviteur indien qui me voit arrivé avec ma Land Rover, me fait signe. C'était le début de l'après-midi, la pleine chaleur. Il m'a fait signe de rentrer dans une de ces petites huttes. Et au bout d'un moment, 1 heure, 2 heures, je ne sais pas, il vient me chercher, en mauvais anglais, Swamiji calling. La hutte de Swamiji était un peu plus grande, il y avait une plateforme devant. Swamiji était assis sur cette plateforme couverte, assis sur le sol, sur des coussins. Je me suis assis en face de lui. Il m'a demandé « Qu'est-ce que vous voulez ?» Ne sachant même pas qui j'étais. Qu'est-ce que j'étais venu faire dans ce coin perdu? La question la plus simple. Et j'ai répondu de tout mon cœur « Atmadarshan » qui signifie mot à mot la vision de la réalité ultime. « Very nice » a-t-il répondu. Et au bout de 3/4 d'heure, il m'avait complètement, et merveilleusement, je dirais, déstabilisé et remis les pieds sur terre. Comment savez-vous qu'il existe un Atman? Ben, c'est écrit dans les Upanishads. Comment savez-vous que les Upanishads disent vrai? Quelle preuve en avez-vous? Je bredouille. Mais Shankaracharya, le grand métaphysicien de l'Inde, et il me dit brutalement, let Shankaracharya go to hell, ce qu'on pourrait traduire Shankaracharya qui va se faire foutre, tout à fait inhabituel. En même temps, il y avait tel calme, telle noblesse et telle bonté qui émanait de lui, que je ne pouvais pas ne pas entendre. Mais tout était déroutant, inattendu, nouveau et convaincant. Alors le premier entretien, je pourrais le reconstituer presque mot pour mot. Je dis que la preuve, je continue à parler de l'Atman, que pour moi la preuve vivante que cette réalité ultime n'est pas un rêve, c'est Mahanandamayi. Il me répond, vous n'avez jamais vu Mahanandamayi. Qu'est-ce que c'est que ce malentendu? Je parle pourtant convenablement anglais. Je commence, mais j'ai rencontré Mahanandamayi à telle date. Vous n'avez jamais vu Mahanandamayi, jamais.
vous n'avez vu que votre Mahanandamayi. Ah. Et il enchaîne, personne ne vit dans le monde, chacun vit dans son monde. Il m'a dit, il n'y a personne d'autre que vous à l'ashram, vous aurez un entretien de 3/4 d'heure le matin, un entretien de 3/4 d'heure l'après-midi. Et d'entretien en entretien, je réalisais, ce que j'ai découvert n'a pas de prix. Pas de prix. Swamiji m'a montré que ce que je considérais comme l'empêchement au rappel de soi, le facteur d'oubli, d'emportement, d'identification, de distraction, pouvait être mon point d'appui. C'était renverser complètement la situation. Et qu'il n'y avait pas d'autres points d'appui possibles. Et que tout le secret tenait en une phrase, pas ce qui devrait être, mais ce qui y est, était d'une simplicité totale. Entre autres, Swami Prajnanpad m'a dit, vous arrêtez les méditations de concentration et vous allez essayer d'être attentif au jeu du mental. Vous admettez complètement que des pensées, des rêveries vont se présenter, mais vous êtes là, vous les attendez et vous essayez de les voir. Je l'ai fait et ça a été l'objet d'une grande prise de conscience dès ce premier séjour. Compte tenu du poids que les injonctions de mon père avaient eu dans mon existence, j'avais été depuis longtemps convaincu que mon père m'avait étouffé. Et il m'est arrivé souvent cette pensée, si mon père était mort beaucoup plus jeune, j'aurais été beaucoup plus libre et beaucoup moins mal en point à l'âge de 20 ans et à l'âge de 24 ans. J'ai eu trop de pères, une présence étouffante dans mon existence. Et là, il y a eu une révélation. Parce que ces rêveries que j'observais, et ça m'a été relativement facile, je me trouvais toujours dans la situation de quelqu'un qui aide quelqu'un d'autre dans des situations extrêmement concrètes. Imagination, ça je laissais faire. Je suis à l'ashram de Mahanandamayi et j'explique à des Européens nouveaux venus qu'il faut faire très attention aux règles de Brahman, qu'il ne faut surtout pas s'approcher des cuisines, qu'il ne faut pas déposer devant le temple des sandales en cuir parce que ça pourrait être des sandales en cuir de vache et ce serait terrible. Donc il faut des sandales en plastique, c'est plus inoffensif. Ensuite, je me trouvais en train d'expliquer à des Français qui étaient venus en voiture jusqu'en Inde, qu'il y avait, et qui ne parlaient pas anglais, qu'il y avait à Delhi un garage dont le garagiste parlait français parce qu'il avait été formé par les usines Renault à un moment où Renault voulait s'implanter en Inde. Donc, j'expliquais des choses concrètes, comment vivre, comment exister dans le monde. Et je raconte ça à Swamiji. Je vois bien qu'il y a un trait commun, un fond commun. Et il laisse tomber. Ça, c'est des moments les plus, je peux dire, immenses de mon existence. Et oui, on veut toujours donner ce qu'on n'a pas reçu. Et à ce moment-là, ça a été une prise de conscience. Je n'ai pas eu de père. Le contraire de ce que je croyais. Il ne m'a pas appris comment on se débrouille dans les grands restaurants. Il ne m'a pas appris comment on se fait la cour aux filles. Il ne m'a pas appris tout ce que j'avais besoin d'apprendre. Je n'ai pas eu un père qui m'ait appris. En fait, il ne m'a pas appris à nager. Il ne m'a pas appris à monter à bicyclette. C'est toujours quelqu'un d'autre qui m'a appris. Et tout d'un coup, là, en face de Swamiji, quand des centaines de souvenirs reviennent presque simultanément avec une intensité immense, il m'a appris à traverser le boulevard de Port-Royal sans me faire écraser, très peu de circulation à l'époque. Voilà, tu regardes d'abord à gauche. Ensuite, quand tu es au milieu du boulevard, tu ne risques rien. Les voitures passent de chaque côté. Et après, tu regardes à droite. Et qui m'ait appris une chose, ça a été un tel souvenir que je pouvais avoir 7 ans, 8 ans, éclaté en sanglots devant Swamiji.